Peux-tu imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que ton âme ait choisi ta famille avec la délicatesse d'un artisan de l'Antiquité, soucieux de chaque détail, sélectionnant ainsi le terrain idéal pour ta croissance et ta transformation, et cela longtemps avant ta naissance? Cette idée peut sembler impossible à croire quand on se retrouve dans une ambiance familiale toxique où les conflits, les reproches et la violence verbale ou émotionnelle semblent être la règle plutôt que l'exception. On se demande alors, pourquoi aurais-je accepté de grandir au milieu de personnes qui égratignent mon estime de moi au lieu de la nourrir? Pourtant, dès lors qu'on modifie la perspective, on peut entrevoir l'idée que naître dans un climat délétère n'est pas nécessairement une condamnation. Pour certains, c'est même un véritable présent déguisé, un don rugueux dont la surface abrupte finit par révéler un noyau de force et de résilience. Bien sûr, ce genre de discours ne change rien aux blessures réelles, parfois profondes, qu'on peut porter depuis l'enfance. Les propos humiliants, l'indifférence d'un proche ou la violence latente laissent des marques durables et façonnent notre rapport au monde. Mais certaines sagesses antiques, dont certaines peu connues ou ignorées du grand public, rappellent que la souffrance, lorsqu'on l'aborde avec un mélange de courage et d'acceptation, peut devenir une encre intérieure. L'image qui revient souvent est celle du feu. Il peut consumer ou purifier. De la même manière, la famille toxique peut soit t'écraser, soit t'enseigner comment renforcer tes défenses, et peut-être même découvrir en toi une noblesse insoupçonnée. Dans l'Antiquité, un philosophe dont le nom est trop rarement cité aujourd'hui, Musonius Rufus, soulignait que le terrain sur lequel nous tombons n'est pas toujours de notre choix, mais que ce qui fait notre valeur est précisément la manière dont nous décidons d'y prendre racine. Pour ceux qui se sentent investis de la mission de briser des schémas nocifs, la rudesse du milieu familial agit souvent comme un électrochoc. Cela résonne avec l'idée mentionnée dans des textes plus confidentiels de l'époque romaine, selon laquelle nous n'avons aucune prise sur la plupart des événements extérieurs, mais que notre manière de réagir à ces événements nous appartient en propre. Ainsi, même si tu ne peux pas contrôler l'attitude parfois destructrice de certains membres de ta famille, tu peux choisir de te construire autrement, de faire fructifier cette dureté pour en tirer une force que tu n'aurais pas développée dans un environnement protecteur. On retrouve cette idée chez un auteur aujourd'hui presque oublié, Hiéroclès, qui recommandait de ne jamais se définir par les agressions subies, mais par la posture que l'on adopte pour les accueillir ou les transcender. Il est pourtant difficile, lorsqu'on subit l'irrespect constant ou la manipulation émotionnelle, de voir dans cette épreuve un quelconque bénéfice. Pourquoi devrions-nous considérer une famille dysfonctionnelle comme un professeur? Les entailles, les heures, les contradictions semblent si envahissantes qu'on peine à y déceler un sens. Or, le pivot s'opère au moment où l'on cesse de se demander « Pourquoi me font-ils cela ?» Pour explorer « Que puis-je apprendre de cet état de fait ?» Cette transition est cruciale. Elle nous fait passer du statut de victime impuissante à celui d'acteur capable de façonner sa réponse intérieure. Dans la sphère de l'Antiquité, le philosophe Thrasea Paetus, dont on parle rarement, croyait fermement en la possibilité de trouver, à travers les adversités familiales, un chemin de croissance morale et spirituelle. Pour lui, toute friction relationnelle est un miroir qui nous aide à prendre conscience de certaines zones d'ombre en nous-mêmes. Les querelles, la rancune et les comportements toxiques de tes proches peuvent te révéler, parfois de façon brutale, des mécanismes ou des traits dont tu ignorais l'existence en toi. En ce sens, la famille devient un instrument de détection de tes propres faiblesses et de tes possibles tendances à la colère, à la susceptibilité ou même au ressentiment. Accepter qu'on n'est pas exempt de ces penchants constitue souvent le début d'une véritable mutation intérieure. Ce processus de guérison n'a rien d'un fleuve tranquille. Souvent, l'individu oscille entre des phases d'enthousiasme, où il sent qu'il s'affranchit du poids familial, et des retours en arrière, où le moindre mot blessant rouvre une plaie. Pourtant, chaque acte où l'on privilégie la compréhension plutôt que la haine, la compassion plutôt que la vengeance, érode petit à petit les chaînes de cette transmission toxique. Dans l'esprit de nombreux penseurs antiques, dont les noms se sont perdus dans l'ombre des bibliothèques, la clé tenait à la persévérance quotidienne. Nul ne change son regard sur le monde du jour au lendemain, mais à force de tâtonnement, on apprend à tempérer ses réactions, comme l'artisan qui polit patiemment son ouvrage. Et c'est ainsi que la souffrance devient, si on le permet, une chance de tester et de raffermir ce que certains appelaient la force d'âme. Pour autant, se garder de tout angélisme est indispensable.
Les épines d'une enfance ou d'une adolescence douloureuse laissent des stigmates qu'on ne peut simplement chasser en claquant des doigts. C'est un fait. Nombreux sont ceux qui ont cru, un moment, qu'ils pourraient sauver leur famille tout entière en étant irréprochables ou en portant sur leurs épaules la responsabilité de tout concilier. Mais ce n'est pas là la vocation de l'individu qui se libère. On ne peut pas obliger les autres à sortir de leur schéma destructeur. On peut seulement incarner pour soi-même un point d'ancrage différent. Dans un parchemin ancien, on retrouve les réflexions d'un certain Ariane, principalement connu pour avoir retranscrit les paroles d'un grand maître de la sagesse pratique, qui évoque une anecdote surprenante. Un jeune homme, confronté à l'hostilité constante de son père, décida de ne plus argumenter ni protester, mais de cultiver en lui une forme de sérénité qui finirait par rayonner. Contre toute attente, ce père se calma parfois, intrigué par le calme de son fils, même s'il ne changea jamais radicalement. Le jeune homme, quant à lui, cessa de souffrir de la même manière, car il ne quémandait plus la reconnaissance paternelle. Cette histoire illustre un point essentiel. On ne sauve pas autrui, mais en se transformant soi, on modifie peu à peu l'atmosphère relationnelle. Parfois, cela se traduit par de petites inflexions positives dans la famille. Parfois, rien ne bouge, mais alors la paix intérieure acquise demeure malgré tout un trésor pour celui qui la cultive. Accepter que la réparation totale de la famille ne soit pas ton rôle peut être douloureux, surtout si l'enfant en toi a longtemps espéré que l'amour parental ou fraternel devienne un jour inconditionnel. Certains proches ne reconnaîtront jamais leur tort, ne demanderont jamais pardon et persisteront dans leur négation ou leur agressivité. C'est un fait que tout un pan de la littérature antique, et pas seulement celle liée à l'école du portique, reconnaissait sans détour. On ne peut forcer personne à admettre ses erreurs. Toutefois, on peut décider de ne plus s'y emprisonner. Cette décision, à elle seule, est un acte de libération. Comme l'évoquait un auteur méconnu, Crispus, dans un bref passage conservé par hasard, pardonner revient à se délier soi-même d'un poids inutile. Il ne s'agit pas d'absoudre moralement la personne fautive, mais d'abandonner le ressentiment qui nous entrave et nous empoisonne l'âme. On retrouve cette même idée dans d'autres traditions philosophiques, mais l'intérêt ici est de la connecter à la réalité d'une famille dysfonctionnelle, où tant de gens demeurent prisonniers de la rancune ou de l'attente de reconnaissance. Considérer la toxicité familiale comme le catalyseur d'un éveil peut sembler périlleux, car cela ne veut en aucun cas dire qu'on accepte ou qu'on cautionne les abus subis. C'est plutôt embrasser le constat selon lequel l'épreuve peut révéler en toi une force insoupçonnée, comme un métal qui se bonifie lorsqu'on le soumet à haute température. Tu as peut-être développé une intuition plus fine, une empathie plus profonde envers ceux qui souffrent, ou une capacité à déceler les mensonges et les manipulations. À la manière de Publius Rutilius Rufus, un homme politique romain qui, persécuté injustement, renforça son sens de la droiture jusqu'à être admiré à l'étranger. On peut parfois transformer l'injustice subie en tremplin d'un grand travail d'alignement intérieur. Si cette énergie est bien canalisée, elle devient un socle pour construire un avenir plus libre, où l'on n'a plus à redouter les coups bas du destin, parce qu'on a appris à s'éprouver dans la tourmente. Cette question de la distance, qu'elle soit physique ou psychologique, est souvent centrale. Dans certains cas, la seule solution viable est de couper tout lien avec les proches qui nous détruisent, pour tenter de se reconstruire sur des bases saines. C'est un choix difficile, qui peut susciter culpabilité et regret, mais parfois nécessaire. Dans d'autres familles, on peut maintenir un contact, à condition de mettre en place un nouveau cadre, de nouveaux repères émotionnels. On apprend à poser un regard lucide sur les conflits, à se protéger du chantage affectif ou des manipulations, sans pour autant sombrer dans la froideur. Certains textes oubliés attribués à Gaius Blossius relatent l'exemple d'un fils qui, sans rompre ouvertement avec sa mère abusive, cessa peu à peu de la craindre. Il la visitait brièvement, restait courtois mais ne se laissait plus atteindre par ses critiques perpétuelles. Ce détachement affectif fut, pour lui, l'occasion d'entretenir un lien minimal, tout en préservant sa sérénité. Il ne s'agissait pas de nier la souffrance, mais de cesser de se faire aspirer par elle. Cette histoire, si elle est authentique, illustre la possibilité d'un entre-deux, où la distance est davantage intérieure que géographique. Peu à peu, tu réalises que tu peux te définir autrement que par l'identité que ta famille a voulu t'attribuer. Le poids des remarques, des critiques, des non-dits, s'allège à mesure que tu prends conscience de ta propre valeur, indépendamment de l'approbation ou de la réprobation de tes proches.
Comme le disait Musonius Rufus, déjà cité, l'essentiel n'est pas que les autres nous louent ou nous condamnent, mais de rester alignés avec notre conscience. Quand tu parviens à cela, ta famille ne détient plus les clés de ta paix intérieure. Elle continue d'exister, avec ses travers, mais tu n'es plus enchaîné à ses dynamiques. Et cette libération, parfois silencieuse, peut avoir un rayonnement insoupçonné. Certains membres de ta famille remarqueront peut-être ton changement de comportement et s'interrogeront. D'autres, enfermés dans leur vision, n'y prêteront guère attention. Quoi qu'il en soit, tu cesses de dépendre du regard extérieur pour te sentir digne d'amour et de respect. À ce moment-là, tu peux entrevoir une dimension plus vaste de ton parcours. Tu n'es pas simplement en train de te sauver toi-même, tu transformes également en sourdine l'héritage familial. Un philosophe au nom perdu, dont seuls subsistent quelques fragments, parlait de la chaîne brisée, cette image qui décrit à merveille ce qui se passe quand un individu refuse de reproduire la violence ou le mépris transmis depuis des générations. En te réappropriant ton histoire, tu ouvres un passage pour ceux qui viendront après toi. Enfants, neveux, amis proches, ou même inconnus qui un jour croiseront ta route et seront sensibles à ta manière d'être. La véritable révolution se fait souvent à l'échelle d'un cercle restreint, où un seul individu décidé à sortir de la fatalité familiale crée une fissure par laquelle la lumière peut s'infiltrer. Ainsi, on peut en venir à voir la famille dysfonctionnelle comme une chance paradoxale. Cette chance n'édulcore pas la douleur, ni ne nie la violence psychique ou physique subie. Elle consiste plutôt dans la possibilité de transmuer cette matière sombre en or intérieur. Il suffit de songer à l'exemple de certains hommes et femmes de l'Antiquité ayant, malgré la persécution ou la calomnie, bâti une réputation d'équanimité. Ce sont des figures moins célèbres que d'autres plus souvent citées, mais leurs témoignages disent la même chose. L'adversité nous force à puiser dans des ressources que la tranquillité n'aurait jamais éveillées. La famille toxique, l'injustice ou les humiliations y compris, peut ainsi constituer le terreau d'une transformation profonde où l'on réapprend à se connaître et à se situer par rapport aux autres. L'image du métal reste parlante. Le feu n'a pas pour but de le détruire, mais de le purifier en séparant les scories de la matière noble. Imagine alors la liberté qui serait tienne si tu ne craignais plus de dire ce que tu penses, si tu ne doutais plus de ta valeur à chaque remarque blessante, et si tu poursuivais tes désirs profonds sans redouter le jugement familial. Le simple fait de formuler cette possibilité peut sembler irréel, surtout dans les moments où le passé nous rattrape. Pourtant, si tu y réfléchis, tu constateras qu'une partie de toi a déjà survécu à ceux qui paraissaient insurmontables. Cette partie de toi est intacte, même si elle fut longtemps engloutie sous la culpabilité ou la blessure. Se reconnecter à elle, c'est déjà reconnaître que ta force a toujours été là, même si l'environnement familial t'a poussé à croire le contraire. Certains textes antiques décrivent cette reconquête intérieure comme une renaissance, évoquant l'image du soleil qui, derrière les nuages, continue de briller quoi qu'il arrive. Si ce cheminement fait sens pour toi, souviens-toi que tu n'es pas seul. Partout, des individus s'efforcent de rompre des cercles de violence, d'incommunication ou de manipulation. Ils n'appartiennent pas tous à la même culture ni à la même époque, mais ils partagent cette aspiration à sortir d'un déterminisme familial qui paraissait inéluctable. Chacun le fait avec ses propres moyens. Certains empruntent le chemin de la thérapie, d'autres celui de la pratique spirituelle, d'autres encore la création artistique ou l'engagement dans une cause humanitaire. Les options sont innombrables, mais la boussole reste la même, se libérer d'un modèle qui asphyxie pour déployer son humanité. Il existe, parmi les écrits plus confidentiels attribués à certains disciples de grands philosophes, des récits de personnes qui, après avoir subi des humiliations familiales, ont trouvé refuge dans l'étude, la musique ou la marche méditative. Peu importe la méthode, l'important étant cette prise de conscience. La charge qu'on nous a imposée ne scelle pas notre destin, à moins que nous la laissions faire. Reste alors à traduire cette lueur d'espoir en quelque chose de stable et durable dans le quotidien. Car on peut avoir compris, de manière intellectuelle, que sa famille ne dicte plus sa vie, mais continuer à réagir avec angoisse ou colère à chaque pic ou critique. Il y a donc ce travail patient de revisiter nos automatismes, de déceler la moindre petite manipulation qui réveille en nous de vieilles peurs ou un sentiment d'infériorité, et de décider chaque fois de ne pas nourrir ces émotions. Des penseurs peu renommés de l'école du portique conseillaient de s'exercer chaque matin à imaginer les contrariétés probables de la journée,
afin de s'y préparer mentalement et de ne pas être surpris au moment où elles surgissent. Bien qu'on ne cite généralement que les figures majeures de ce courant de pensée, une foule d'auteurs secondaires décrivaient des exercices très concrets, comme la visualisation de scènes familiales désagréables pour y répondre, dans l'esprit, par le calme et la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'une recette miracle, mais d'un entraînement, tout comme l'athlète s'entraîne régulièrement pour renforcer ses muscles. À terme, ces pratiques fortifient l'esprit, qui ne se laisse plus happer par la tempête émotionnelle. Au fil de ce travail, tu remarques que les remarques assassines ou les pressions morales de ta famille n'ont plus sur toi la même emprise. Tu te surprends à ne plus répondre par la rage ou la culpabilité, mais par un silence lucide, ou peut-être un sourire qui indique clairement que tu refuses de jouer le jeu du conflit. Cette sérénité naissante est un signe incontestable que tu n'es plus le même. Les tournures d'esprits antiques évoquent souvent la métaphore de la citadelle intérieure, cette forteresse invisible en toi que personne ne peut envahir sans ton consentement. C'est précisément ce que tu construis, brique après brique, chaque fois que tu choisis de ne plus te laisser définir par ce que ta famille projette sur toi. En conséquence, ta dépendance à leur approbation s'amenuise, ta frustration face à leur manque de reconnaissance s'apaise, et tu peux même te permettre, à certains moments, une forme d'ironie bienveillante, quand tu vois combien leurs critiques répétitives relèvent d'un scénario toujours identique. Parfois, ce changement peut aussi éveiller une curiosité chez un membre de ta famille qui perçoit que ta réaction n'est plus la même. Sans faire de promesses, on sait que certaines personnes, confrontées à ce calme inattendu, finissent par se remettre en question, ou du moins, par relâcher un peu la pression. Mais la beauté de la chose, c'est que même si rien ne change de leur côté, toi, tu as déjà gagné un niveau de liberté dont tu n'osais rêver. Les anecdotes historiques abondent sur ces situations, même si elles ne sont pas toujours rattachées à l'étiquette d'une école philosophique. Par exemple, on raconte que le magistrat Julius Granianus, harcelé par les membres de sa propre famille pour des histoires d'héritage, cessa un jour de s'expliquer ou de se justifier. Il afficha un calme inébranlable, notant simplement que la vérité finirait bien par se frayer un chemin. Si l'on en croit le fragment qui nous rapporte cette anecdote, cette indifférence polie déconcerta si fortement ses proches qu'ils finirent par renoncer à leurs attaques, ne trouvant plus de prise sur lui. Qu'importent les détails historiques, l'important est de voir là une illustration de la force que procure le fait de ne plus répondre avec le même levier émotionnel. Par répercussion, tu peux aussi constater qu'en assainissant peu à peu tes schémas familiaux, tu modifies la manière dont tu abordes l'existence en général. Tu deviens plus sensible aux relations malsaines, en dehors de la sphère familiale. Tu détectes plus rapidement les tentatives de culpabilisation ou de manipulation, que ce soit au travail, dans tes amitiés ou dans ta vie amoureuse. Un regard qui fut aiguisé par des années de tension familiale peut se révéler d'une perspicacité redoutable, pour peu que tu l'emploies de façon constructive. Tu n'es plus dans la posture de la proie passive, mais dans celle d'une personne lucide, qui sait décrypter les signes avant-coureurs de la toxicité. C'est là l'un des aspects les plus précieux de la transformation issue d'un passé familial difficile. On acquiert un sens accru de la frontière, de ce qui est acceptable ou non, et on devient prompt à défendre cette frontière avec calme et respect. Avec le temps, tu découvriras que tu n'as plus besoin de juger ta famille aussi durement qu'avant. Il ne s'agit pas de nier la souffrance qu'elle t'a infligée, mais plutôt de la replacer dans un contexte plus large. Peut-être que tes parents, tes oncles ou tes grands-parents portaient eux-mêmes des traumatismes non résolus. Peut-être qu'ils n'avaient ni les ressources psychologiques, ni le soutien nécessaire pour faire autrement. Comprendre cela n'excuse rien, mais cela permet de prendre de la hauteur et d'humaniser ceux qui, autrefois, nous semblaient d'une cruauté sans nom. À partir de là, la rancune laisse place à une forme de compassion lucide, où tu vois leurs limites sans pour autant les cautionner. C'est souvent dans ce mélange subtil de lucidité et de tolérance que naît une paix véritable. Un auteur antique inconnu, parfois rattaché à la pensée dite stoïcienne, parlait d'un feu qui brûle sans consumer. C'est exactement ce qui se produit quand tu choisis de demeurer dans la compréhension plutôt que dans le jugement, sans pour autant tolérer l'intolérable. De cette manière, ta famille perd son statut de blocage central dans ta vie. Elle devient un chapitre de ton histoire, certes marquant, mais qui ne détermine plus la suite du récit. Tu peux éprouver de la tendresse pour ceux qui t'ont maltraité, ou ne ressentir qu'une forme d'indifférence polie, selon ton parcours. Dans tous les CA,
tu cesses de leur accorder le pouvoir de définir ta valeur, de dicter tes choix ou de brider tes rêves. Et rien que cette libération fait déjà de toi un être plus solide, plus présent à lui-même, comme si tu avais traversé un fleuve tumultueux et que tu t'apercevais à présent que tu sais nager en eaux agitées. La portée de cette évolution ne se limite d'ailleurs pas à ta sphère personnelle. Tu peux inconsciemment inspirer d'autres personnes qui, elles aussi, se sentent prises dans des liens familiaux asphyxiants. Peut-être qu'un ami, un cousin ou même un collègue te verra affronter une situation conflictuelle avec un calme qu'il ne te connaissait pas et se dira « Tiens, il y a une autre façon de faire ». C'est ainsi que se transmet parfois de manière silencieuse l'idée qu'on peut rompre les cercles vicieux de la rancœur et de la violence. On ne saurait jamais compter précisément combien de destinées sont ainsi influencées par une parole ou un exemple, mais on sait que ces ondes de changement existent, comme un écho qui se répercute dans le temps. En repensant à tout cela, on entrevoit que la famille toxique, sans cesser de représenter une grande source de souffrance, peut devenir le socle d'un apprentissage profond de soi, dans la lignée de ces enseignements antiques qui insistaient sur la maîtrise de nos émotions et la rectitude de nos jugements. Un tel parcours n'est pas une voie simple. Il exige de la persévérance, de la clarté d'esprit et un certain courage pour affronter ses propres failles. Mais il conduit à une forme de liberté intérieure particulièrement précieuse. En effet, quand on a appris à maintenir son équilibre au cœur des tempêtes familiales, on devient capable de faire face à bien d'autres secousses de la vie, qu'elles soient professionnelles, affectives ou même existentielles. Néanmoins, il est crucial de rappeler que ce chemin n'implique pas de nier l'existence des traumatismes ni d'en minimiser l'impact. Les mots violents, les coups ou l'absence d'amour laissent des traces qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Il arrive qu'il soit nécessaire de se faire accompagner par des professionnels, psychologues ou thérapeutes, pour décortiquer les rouages de la souffrance et apprendre à se reconstruire. Dans l'Antiquité, on trouvait déjà des formes d'accompagnement, même si elles ne portèrent pas le même nom que nos pratiques modernes. On sait, par exemple, que certains élèves de philosophes comme Musonius Rufus ou Sextius cherchaient refuge auprès de leur maître pour parler librement de leurs tourments familiaux. Les échanges se faisaient sous le sceau de la franchise, et la parole libérait parfois autant que les exercices spirituels. Notre époque offre des dispositifs encore plus variés, et y recourir ne démontre ni faiblesse ni incapacité, mais au contraire, la volonté de se donner toutes les chances de guérir. Au fur et à mesure que tu t'allèges du passé, tu constateras peut-être, avec un brin de surprise, que ta famille ne t'obsède plus autant. Bien sûr, les souvenirs ne disparaissent pas, ils font partie intégrante de ceux qui t'a façonné. Pourtant, ils ne tiennent plus le premier rôle dans ta conscience. Tu peux revisiter certains épisodes sans être submergé par la douleur ou le désir de revanche. Il y a là un indicateur sûr que tu as franchi un cap. Tu n'es plus défini par ce qui t'est arrivé, mais par ce que tu es en train de devenir. Cette reconfiguration identitaire te permet aussi de t'ouvrir à d'autres horizons. Tu n'es plus prisonnier de l'obsession de réparer l'irréparable ou de convertir ceux qui ne veulent pas changer. Tu peux enfin te consacrer à ta propre expansion, tes passions, tes projets, tes rêves. La vie retrouve alors une saveur plus légère, plus créative, et tu réalises que la part de toi qui aspirait à être simplement en paix n'était pas un fantasme, mais une réalité en gestation. De plus, le fait d'avoir grandi dans un contexte familial difficile peut te donner une empathie particulière pour les personnes qui traversent des défis similaires. Au lieu de reproduire la dureté ou l'indifférence que tu as subie, tu peux choisir de tendre la main, de partager un peu de ton expérience ou simplement d'offrir une écoute sincère. C'est une manière de convertir ta souffrance passée en un acte de solidarité humaine. On pourrait évoquer l'histoire, rapportée dans des sources trop peu lues, d'un certain Caius stoïcien, le nom est peut-être apocryphe, qui aurait grandi sous la férule d'un père violent et, devenu adulte, se serait mis au service de jeunes désorientés en quête de repères. Dans ces récits, la leçon est claire. Plus on se libère soi-même, plus on acquiert la capacité d'alléger le fardeau d'autrui. La spirale de la toxicité est alors remplacée par un cercle plus vertueux, où la résilience partagée sème des graines d'espoir. En fin de compte, ce parcours depuis la douleur familiale jusqu'à l'apaisement intérieur ne doit pas être perçu comme un conte de fées, où tout s'achève dans l'harmonie et la réconciliation. Il se peut que certaines blessures demeurent sensibles,
que certaines relations restent distantes ou hostiles et que tout ne se résolve jamais complètement. Pourtant, il s'agit d'une victoire tout de même, parce que tu ne subis plus la situation de manière passive. Tu as gagné la capacité de faire un pas de côté, d'adopter une perspective plus large et de répondre à la violence par la maîtrise, plutôt que par la soumission ou la surenchère. Il n'y a pas de plus belle conquête que celle de la paix intérieure, disaient certains penseurs, puisque cette conquête ne dépend ni de la fortune ni des circonstances extérieures, mais d'un travail patient sur soi-même. On pourrait même aller plus loin et reconnaître, avec un peu de recul, la puissance transformatrice de ce destin familial que tu avais d'abord vécu comme une malédiction. Il a forgé en toi des qualités qu'une enfance trop lisse n'aurait peut-être jamais fait éclore: la vigilance, le discernement, la capacité de t'émouvoir devant la souffrance d'autrui et de pressentir les mécanismes d'exclusion ou d'humiliation. À la manière d'un athlète qui, en portant un poids lourd durant son entraînement, développe une musculature plus robuste, tu as fortifié, à travers l'épreuve, ta capacité à traverser d'autres obstacles. Ce n'est pas un encouragement à banaliser la toxicité, mais un constat sur le pouvoir d'adaptation et de croissance qui sommeille en chacun de nous. Si l'Antiquité recèle tant d'exemples de personnes ayant surmonté l'adversité, c'est qu'elles ont su puiser en elles ce germe de force que la peine, paradoxalement, éveille. Alors, quand viendra le jour où tu regarderas ton chemin accompli, tu pourras peut-être éprouver cette reconnaissance envers la vie, qui, à travers tes proches, même blessants, t'a préparé à être qui tu es. Il ne s'agit pas de remercier explicitement les mauvais traitements, ni de glorifier la souffrance. C'est plutôt une forme de sagesse qui embrasse l'ensemble de ton histoire en disant « J'ai traversé cela, et cela m'a fait grandir ». De tels propos se retrouvent dans certains écrits de la tradition dite stoïcienne, sans que ce terme soit toujours employé, car l'essence de la réflexion réside dans l'acceptation lucide de la réalité, associée à la ferme volonté de nous approprier ce qui dépend de nous. Ton histoire familiale est un fait, mais la signification que tu lui donnes, la manière dont tu intègres ou transcendes tes blessures, voilà ce qui se situe dans ta sphère de choix. Peut-être demeurera-t-il un regret quant à ce que ta famille aurait pu être, si seulement les circonstances avaient été différentes. Ce regret est compréhensible, presque inévitable. Cependant, on peut veiller à ce qu'il ne devienne pas un poison qui empêche d'avancer. À travers le travail d'acceptation, tu découvres qu'il existe une forme de paix dans l'idée même que certaines choses ne changeront jamais. Et cette paix, paradoxalement, ouvre un espace d'action beaucoup plus vaste pour toi, puisqu'elle te libère de l'obligation de courir après des illusions. Lorsqu'on se rend compte qu'on a d'autres chemins à explorer, d'autres personnes à rencontrer, d'autres activités à déployer, on cesse de ressasser l'inachèvement familial pour s'engager dans sa propre expansion. Ce passage est d'ailleurs évoqué dans de rares fragments où certains philosophes décrivent la sensation d'allègement qu'on éprouve quand on cesse d'exiger de l'univers qu'il corresponde à nos désirs. Il ne s'agit pas de fatalisme, mais d'un lâcher-prise actif qui autorise à concentrer son énergie sur ce qui, vraiment, dépend de soi. En définitive, une famille toxique peut donc se révéler un terrain fertile pour l'éclosion d'une force intérieure exceptionnelle, à condition qu'on s'autorise à la cultiver et à la déployer. Cette force, d'ailleurs, n'est pas qu'individuelle. Elle tend à rayonner sur notre entourage, à se répercuter dans nos choix de vie et nos valeurs. On devient, souvent sans s'en apercevoir, un port d'attache pour ceux qui cherchent un autre modèle que celui de la perpétuelle violence psychologique. On incarne la preuve vivante qu'il est possible de surmonter un héritage chargé pour aller vers plus de clarté et de confiance. L'un des rares auteurs méconnus qui se rattachent à cette filiation de pensée disait que l'homme ou la femme qui transforme la honte familiale en sagesse personnelle accomplit un acte d'alchimie spirituelle. C'est une image forte, car elle rapproche cette démarche d'un art de la transmutation. On ne nie pas la matière brute, on la convertit en un métal plus noble. En t'installant progressivement dans cette nouvelle identité, tu verras que le souvenir de tes souffrances ne disparaît pas, mais il perd sa dureté tranchante. Il devient un témoignage de la route que tu as parcourue, un témoignage dont tu peux même tirer un certain honneur intime, puisque tu n'as pas succombé à la fatalité. Le poison s'estompe lorsque l'amertume cède la place à la gratitude pour le chemin de conscience qui s'est ouvert en toi. Et si par moments, tu ressens un pincement de tristesse en repensant à ce que tu as enduré, tu pourras l'accueillir sans dramatiser. Cette tristesse,
sera comme l'ombre qui met en valeur la lumière, te rappelant d'où tu viens et pourquoi tu es devenu la personne que tu es. Ainsi, tout se recoupe dans une cohérence plus large. Ta famille, malgré ses manques, t'a indirectement permis de développer ton sens critique, ta fermeté d'âme, ta capacité à pardonner sans te nier toi-même. Les épisodes de tension, à force d'être traversés avec conscience, sont devenus des occasions de croissance, à l'image de l'argile malaxée puis cuite, qui finit par devenir un vase solide. Le nom d'une obscure figure antique, Crispinus, revient parfois pour illustrer ce genre de métamorphose. On dit qu'il fut élevé dans la violence, et qu'il en tira néanmoins une sagesse étonnante, brisant le cercle familial, en élevant ses propres enfants de manière exemplaire. La véracité historique de ce récit importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il traduit l'espoir concret qu'il est possible de faire autrement, d'échapper à un destin qu'on croyait scellé. Finalement, cette vision des choses donne à la souffrance familiale un cadre plus vaste, où la fatalité n'a plus le dernier mot. Tu es maître, non pas des circonstances, mais de ton interprétation, de tes choix, de la direction que tu donnes à ton existence. Et c'est là, d'après plusieurs textes rares, l'expression la plus aboutie d'une forme de sagesse qui pourrait être dite stoïcienne, sans qu'on en fasse forcément la publicité. Ce n'est pas un label, c'est un chemin de vie, jalonné de pratiques et d'expériences personnelles qui te font grandir. Ta famille, qu'on pourrait accuser de tous les maux, en devient alors un des tremplins les plus puissants, car c'est en surmontant le plus intime des conflits que tu forges la plus fiable des forces intérieures. Puisses-tu ainsi continuer de grandir, de méditer, de pardonner, de poser des limites fermes quand c'est nécessaire, et d'aimer sans te renier. Puisses-tu transmettre, même discrètement, ton expérience à ceux qui, autour de toi, cherchent la sortie d'un tunnel similaire. Et puisses-tu, finalement, te tenir devant le souvenir de tes épreuves familiales avec un sentiment de respect pour toi-même, conscient que tu as su transformer le plomb en or, la blessure en connaissance de soi, le déchirement en un fil ténu de compassion envers le monde. Si un jour, un proche ou un inconnu te demande comment tu as trouvé la force de dépasser tant d'hostilité, tu pourras simplement lui répondre que, dans la douleur, tu as découvert cette part de résilience qui est sans doute la marque la plus profonde de l'humanité. Ce faisant, tu perpétueras cette chaîne de transmission invisible où chacun, à travers son histoire personnelle, peut réinventer et embellir la trame familiale, là où la violence aurait pu sembler régner en maître. Car au bout du compte, c'est bien la liberté intérieure qui surgit quand on n'est plus prisonnier d'une famille dysfonctionnelle. Liberté de s'affirmer en douceur, de choisir son mode de vie, ses relations, ses valeurs, sans renier d'où l'on vient, mais sans se soumettre à un héritage pernicieux. Cet espace de liberté ne se conquiert pas en un jour, mais petit à petit, comme on sort d'un labyrinthe à force de lucidité et de persévérance. Tu portes en toi depuis toujours les outils pour le bâtir et l'habiter pleinement. Et si le creuset familial fut d'abord le lieu de la souffrance, il peut devenir, à travers ce travail intime, le point de départ d'une émancipation que beaucoup, autour de toi, jugeront peut-être admirable ou exemplaire, car elle révèle la capacité de l'humain à tirer du bien d'une source a priori mauvaise. En t'engageant sur ce chemin, tu honores sans doute, sans le savoir, la mémoire de ces penseurs disparus qui, il y a des siècles, enseignèrent déjà qu'on peut souffrir sans perdre sa noblesse et que la véritable force naît souvent dans l'épreuve la plus intime, là où précisément tout semblait perdu.